Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre atelier 11, l'émission des sociaux engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs du média. Je suis Antoine, au-dessus de moi, par là, il y a Michel. Aujourd'hui, on reçoit Héloïse. Bonjour Héloïse, Héloïse Bajou. Donc, tu es journaliste aux médias, mais pas seulement, on va en parler. Donc, tu le sais, le but de cette émission, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ton travail et sur ton engagement au sein du média. Cette émission est en deux parties. La première partie, c'est de discuter un petit peu de ton parcours. Et la deuxième partie, on parlera un petit peu du média, de ta place dans le média et de ton engagement pour le média. On commence. Tu n'as pas fait Sciences Po, dis donc? Non, je n'ai pas fait Sciences Po. Alors, j'ai quand même fait une école de journalisme, puisque je suis diplômée récemment de l'école de journalisme de Tours, mais je ne fais pas partie du quorum des journalistes qui sont passés par Sciences Po. Blague à part, tu as une formation initiale d'infirmière. Ouais, infirmière psy essentiellement. J'ai travaillé les premières années de ma carrière en service d'urgence psychiatrique. Ouais. Et je suis partie assez rapidement dans des structures du secteur médico-social et du secteur social auprès de personnes en situation de grande précarité, notamment. Ce qui a été mon cœur de métier pendant 15 ans. Avant de décider d'aller voir, de voguer vers de nouveaux horizons et de rejoindre les bancs de l'école de journalisme pour me former. Parallèlement à une activité de photographe. C'est ça. Si je ne m'abuse, la photographie, tu as fait une école ou tu as appris sur le tas comme ça toute seule? Non, c'était une passion depuis l'adolescence et c'est vraiment la passion qui m'a amenée vers le journalisme. Alors plus sur le côté documentaire au départ, ce qui me plaît, c'est pas l'actu chaude clairement, c'est vraiment de pouvoir documenter les faits de société et donc c'est vrai qu'en parallèle de mon métier d'infirmière, je faisais de la photo régulièrement, des expos, etc. On a créé un collectif avec une bande d'amis photographes avec qui on avait l'habitude de couvrir les mouvements sociaux, parce qu'on a quand même beaucoup couvert les mouvements sociaux dans la région dont je suis originaire, la région bordelaise. Et c'est ce qui m'a donné vraiment goût à l'info, au journalisme, et ce qui m'a, entre autres, engagée à reprendre mes études pour me professionnaliser un petit peu. D'accord. Le collectif dont tu parles, c'est Macadam Press? C'est ça. Et donc, c'est un collectif de photojournalistes? C'est ça, un collectif de 6 photojournalistes. On est tous sur le Grand Sud-Ouest, on va dire, région bordelaise, Pays Basque, voilà, les alentours. Et en fait, c'est l'histoire d'une bande de potes qui s'est rencontrée sur le pavé parce qu'on couvrait les manifs ensemble depuis bien longtemps. Et puis, les doctrines de maintien de l'ordre se durcissant, on a ressenti le besoin d'être soudés, de se doter d'outils pour pouvoir faire face aux blessures éventuelles, aux procédures en justice, etc. Pouvoir se donner une visibilité commune, montrer que on n'était pas juste des photographes isolés sur le terrain. Donc on a fondé Macadam Press il y a 3 ans maintenant. Donc tu es quand même entre tes études de départ et ton parcours professionnel d'infirmière en hôpital, mais aussi en CCAS, et puis dans un groupe où tu étais coordinatrice, tu as quand même passé 10-12 ans, quelque chose comme ça? Un petit peu plus même, il y a... Ouais, quasiment 15 ans, pas loin de 15 ans sur le terrain, dans le secteur, que ce soit sanitaire, côté urgence psy ou médico-social et social. D'accord. Parce que avant de faire l'école de journalisme de Tours, si j'en crois mes sources, tu as aussi repris tes études 2 ans, je crois, à l'université de Toulouse en psychologie. Oui, tout à fait. Alors, c'était dans le but de préparer les concours d'entrée en école de journalisme, puisque, voilà, on le sait, c'est des écoles où il y a une grosse sélection, un gros tri à l'entrée, et même si certains diplômes, dont celui que j'ai passé, moi, qui est un équivalent de DUT, sont ouverts à des étudiants niveau bac, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a un diplôme un peu supérieur. Donc, j'avais repris mes études de psycho dans le but, alors, de satisfaire ma curiosité intellectuelle, mais surtout de préparer les concours. Alors, tu es journaliste depuis quoi? 2019? Enfin, diplômé, on va dire, officiellement? Oui, c'est ça, diplômé depuis 2019. Et tu travailles pour plusieurs médias, notamment pas mal pour Rue 89 Bordeaux. Tu as fait peut-être, alors je ne sais pas, des stages, des prestations à l'AFP et à RFI, c'était quoi? C'était plutôt dans le cadre de stages? Ouais, c'était des stages, tout à fait. Je suis passée par le bureau de Lille de l'AFP et par l'émission Priorité Santé sur RFI, qui a été extrêmement formatrice, puisque donc on parlait du volet photographie documentaire, mais un de mes autres amours, c'est quand même la radio. J'adore la radio. Et du coup, Priorité Santé, ça a été une très, très belle expérience. D'accord. Alors, la radio, ça t'a amené à faire des podcasts? Ouais.
Aux médias, c'est comme ça que je suis arrivée aux médias, tout à fait. Avec Donc, Make Elections Great Again, le podcast qui suivit l'élection présidentielle américaine. voilà. Tu sais combien d'épisodes tu as fait? Non, je ne sais pas du tout. Bonne question. C'est toujours la question piège. Il y a eu 11 épisodes. On compte en plus. Mais tu avais déjà fait des podcasts, pas pour le média, mais tu avais déjà fait un autre podcast. Alors là, c'était joindre l'utile à l'agréable, j'allais dire, puisque c'était une série de podcasts où tu interviewais des journalistes, des journalistes photographes. Tout à fait, mais je vois que les sources sont bonnes et étayées. Ouais, ça a été une de mes premières découvertes. Alors, j'ai découvert la photo en étant invitée, plateau, pas du tout en étant réalisatrice de podcast, et ça a été un coup de foudre. C'est vrai que la première fois que je me suis retrouvée en studio devant un micro, ça a été le fait d'avoir le casque sur les oreilles, se retrouver dans cette espèce de bulle qu'est le studio de radio, d'avoir la sensation d'être connecté directement. Quand on parle dans un micro, on sent qu'on est connecté aux oreilles de nos auditeurs. Et ça, c'est une sensation qui est assez incroyable. Et moi, ça a été le coup de foudre. Et dès cette première invitation en tant qu'invité en radio, je me suis dit que je voulais faire de la radio. Ça a été un des déclics aussi qui m'ont poussé à reprendre mes études. Et j'ai eu l'occasion de faire donc cette série de podcasts qui s'appelait Derrière le viseur, pour interviewer des photoreporters pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'était le métier de photoreporter et en quoi leur vision de l'actualité, de l'information était importante et différente de celle des reporters, des rédacteurs. Et voilà, une super série de podcasts qui était diffusée à l'époque sur Radio Insoumise. Oui, Michel. Et également sur Radio Campus Tour. Et sur Radio Campus Tour, ouais, en effet. Quand Radio Insoumise s'est arrêtée, j'ai récupéré le concept d'émission que j'avais inventé avec moi et je l'ai exporté quelque temps sur Radio Campus Tour pendant mes études, en fait. C'était voilà, ma manière de continuer à faire de la radio pendant les études. Oui, ça m'amène à penser à une chose. Nous avons eu plusieurs invités jusqu'à présent, puisque Héloïse, tu es la 5e, et chaque invité nous a dit que d'une certaine manière, il a créé son job aux médias. C'est-à-dire qu'il amène son bagage à lui, personnel, ses intérêts, sa façon de travailler, et il a la possibilité de les développer aux médias sans avoir un carcan. Enfin, c'est ce qu'on ressent en tout cas, et c'est ce que nous ont dit nos invités. Donc, du coup, je me disais, le fait que ton parcours soit quand même assez peu conventionnel, est-ce que tu apportes avec toi une image du journalisme différente? En quoi elle est vraiment différente? Moi, je la ressens comme différente, mais tu peux aussi l'expliciter un petit peu parce que c'est aussi ton choix. Alors, ce regard différent. Complètement. Cette liberté de création qu'on a aux médias, elle est indéniable et c'est une des grandes forces, une des grandes richesses de notre équipe et de notre outil de travail. Alors, moi, je suis arrivée pour le podcast Make Elections Great Again. C'était pas mon idée au départ, même si je me suis éclatée, j'ai adoré animer cette émission en binôme avec Chris. C'est un sujet que j'ai découvert en co-animant l'émission et c'est pas une de mes thématiques de fond, voilà, au départ. Par contre, c'est vrai que sur Symptômes critiques, on en a discuté avec l'équipe et j'ai eu carte blanche. Clairement, on m'a demandé un jour, ça s'est fait voilà, de manière complètement anodine, dans la cuisine du média, un jour où on discutait de la difficulté à traiter tel ou tel sujet, etc. Et les collègues m'ont dit, mais toi, c'est quoi tes sujets de cœur? De quoi tu as envie de parler? Qu'est-ce qui te plaît vraiment? C'est quoi les sujets sur lesquels tu te sens à l'aise, que tu as envie de développer, etc. Et c'est comme ça qu'est né Symptômes critiques. C'est vraiment de la proposition de l'équipe voilà, l'équipe qui m'a ouvert les portes, qui m'a ouvert les bras en me disant, mais si tu as envie, s'il y a des choses qui te parlent, qui te motivent, propose. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai proposé le premier numéro et puis voilà, on était parti. Alors, on va reparler des émissions tout à l'heure, mais il y a un gros sujet qu'il faut craquer tout de suite parce que ça en parle beaucoup dans le forum. On a eu des questions précises, puisqu'on a demandé aux sociaux de nous poser des questions sur les réseaux, sur le forum. C'est le statut de pigiste. Ah oui. Voilà, ça c'est un gros sujet. Alors, il y a deux choses. C'est que on remarque que dans les journalistes du média, la plupart des hommes sont à temps plein aux médias et la plupart des femmes sont pigistes. Alors, le raccourci intellectuel, il peut être vite fait pour se dire les femmes, elles sont moins bien traitées parce qu'on imagine que pigiste, c'est un sous-statut par rapport au journalisme, par rapport au journalisme à temps plein, par rapport au CDI. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer
pourquoi tu es pigiste? Est-ce que c'est ton choix? Est-ce que c'est un petit peu une obligation pour pouvoir remplir la gamelle en travaillant à droite à gauche? Il faudrait vraiment craquer ça. Alors, je pense que le travail à la pige, il y a vraiment deux possibilités de postures différentes. Il y a des gens qui le subissent et en effet, il y a des gens pour qui la pige c'est pas du tout un choix, c'est une contrainte, c'est un moyen de remplir la gamelle et c'est pas forcément voulu, c'est souvent une solution d'attente dans l'optique d'obtenir après un contrat en CDI mensualisé classique. Et après, il y a des gens dont je fais partie qui sont pigistes par choix. Alors pas tant sur le fait d'être mensualisé, puisque en fait pigiste, pour que ce soit bien clair, il me semble que le RKP l'avait bien résumé, mais pour que ce soit bien clair, c'est pas un statut, c'est un mode de rémunération. Ça veut dire qu'on est rémunéré à la tâche et qu'on n'est pas rémunéré à l'heure, en gros. Moi, je suis rémunéré pour un numéro de symptômes critiques. Voilà, on a convenu que j'étais rémunérée à l'épisode de symptômes critiques, par exemple. Et moi, c'est un choix parce que ça me permet de bosser pour différents médias, de pouvoir continuer à faire ce qu'on disait, de la photo, de la radio, du documentaire de plus en plus, parce que c'est quand même une voie que j'adore et que je voudrais surtout pas laisser de côté, et des choses que je pourrais pas faire en médias, clairement. On n'a pas les moyens de développer un gros axe photo, de développer, pour l'instant en tout cas, une vraie rubrique documentaire. Donc le fait d'être pigiste, moi, ça me permet de pouvoir continuer à avoir ces projets-là à côté. Et c'est en ça que c'est un choix. Après, il y a aussi la manière dont ça se passe dans les rédactions. Aux médias, c'est hyper confortable. Quand on est pigiste, en tout cas de mon vécu, on n'est pas du tout considéré comme un sous-journaliste ou même comme un sous-salarié. Moi, j'étais pleinement intégrée à l'équipe, j'ai pleinement le sentiment de faire partie de l'équipe, et je pense que l'actualité récente, dont on parlera sûrement après, ne fait que jouer. Voilà, et ça, il faut être clair aussi, c'est une réalité aux médias, mais qui n'existe pas ailleurs. Moi, je ne connais pas d'autres rédactions, en tout cas celle avec qui j'ai pu travailler, qui est cette considération-là pour les pigistes. Ça, il faut être très clair là-dessus. Ouais. Alors, à propos de ces projets ambitieux que tu développes à côté de ton travail aux médias, je crois qu'il y en a un qui va bientôt sortir. Tu pourrais nous en parler un petit peu et tu pourrais nous dire où est-ce qu'on pourra le voir éventuellement? Vous parlez sûrement du diaporama sonore sur l'équipe mobile psychiatrie précarité de Bordeaux. C'est ça. Ouais, alors ça fait partie des projets docu dont je parlais, qui me tiennent vraiment à cœur et que je ne laisserai jamais tomber, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. En fait, c'est un projet qui a été mené en partenariat avec l'équipe de service, donc qui est un service rattaché à un hôpital psychiatrique classique, mais qui a pour particularité de se trouver en centre-ville de Bordeaux en l'occurrence, et c'est un service qui est dédié aux personnes sans domicile fixe, donc qui n'ont pas d'adresse, parce qu'il faut savoir que la psychiatrie actuelle est sectorisée, c'est-à-dire qu'on est orienté vers tel ou tel service de l'hôpital public en fonction de son lieu d'habitation, ce qui pose un gros problème pour les personnes qui n'ont pas de domiciliation, qui n'ont pas d'adresse, ou même qui ont juste une domiciliation administrative, qui se retrouvent souvent ballottées de service en service sur ce qu'on appelait à l'époque des tours extérieures. Donc en fait, il y avait une liste en fonction des gens qui arrivaient, qui n'avaient pas d'adresse et qui étaient envoyés un peu au hasard, dispatchés comme ça en fonction des services. Ce qui rendait la prise en charge extrêmement compliquée et surtout ce qui faisait que les personnes vivant à la rue ou vivant en squat ou autre situation de précarité, les services n'étaient pas formés pour pouvoir les prendre en charge en tenant compte des spécificités de ce que représente le fait de vivre à la rue. Vivre à la rue, c'est souvent avoir plus de risques de subir des traumatismes, des situations violentes, d'avoir une altération du moral, des pathologies qui prennent des formes particulières du fait des situations d'exclusion. Et donc à Bordeaux, il y a eu une des premières équipes mobiles psychiatrie précarité qui a été créée pour accompagner ces personnes-là et développer des connaissances, des expertises et un accompagnement vraiment spécialisé sur l'accompagnement des personnes SDF. Et on pourra le voir où? Et on pourra le voir. Alors, il est déjà visible sur Vimeo. C'est vrai que j'attendais quelques petits événements là pour pouvoir communiquer un petit peu plus, mais voilà, en suivant sur mon compte Twitter, vous allez trouver le moyen de le visionner très très rapidement. Michel. Oui, en parlant justement je crois, tu parles de ton compte Twitter. Tu sais qu'il y a effectivement des sociaux qui te suivent avec grand plaisir sur ton compte Twitter. Et l'une d'entre elles,
Adèle a constaté quelque chose que j'ai noté. Ah oui, elle dit, elle te suit sur Twitter et elle remarque que tu es très attachée à la dignité des personnes souffrantes et que tu remets souvent en place des titres de presse qui n'ont que peu d'égard envers les malades ou qui les stigmatisent carrément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, remettre en place la dignité des personnes. Alors, je ne sais pas si c'est un manque d'égard de la part des autres rédactions. Je pense que c'est surtout un manque de connaissances, un manque de formation. C'est très clair que les journalistes, la plupart des journalistes n'ont pas une formation scientifique et encore moins psychologique, de sciences humaines en général, très développée. Et c'est vrai que la question, par contre, de la dignité humaine est au cœur de mon exercice depuis toujours. Que ce soit mon exercice en tant qu'infirmière, ça c'est certain, et à plus forte raison, en tant que journaliste, c'est une des raisons qui a fait que j'ai décidé de quitter la blouse pour prendre le micro et le stylo, c'est que cette question de la dignité humaine, j'avais le sentiment, en tout cas personnellement, de ne plus pouvoir l'exercer correctement à l'hôpital ou dans les structures sociales et médico-sociales. Et j'avais besoin de prendre la plume, le boîtier, le micro pour pouvoir montrer que voilà, il y avait des dysfonctionnements, qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien aussi, mais qu'il y avait des problématiques qui n'étaient pas assez abordées ou en tout cas qui devaient arriver aux oreilles du grand public. Ça, c'est sûr. Et oui. Elle a très très bien vu, Adèle, et ça ne m'étonne pas du tout de sa part. Voilà, cette question-là est fondamentale et centrale dans mon travail, ça c'est certain. Alors, il y a Serge Victor qui vient de mettre le lien de ton site personnel dans le chat. Alors, petit défi pour les gens qui nous regardent, vous cliquerez sur le lien, vous irez dans le site et vous essaierez de trouver la porte d'entrée du site. Voilà. Merci pour le rappel, il va falloir faire ça assez rapidement. Changer une couleur ou deux, peut-être. Je dis ça. Alors, plus sérieusement, est-ce que tu parlais de la difficulté de la médecine psychiatrique en France. Est-ce que depuis de trop nombreuses années, c'est pas l'un des services publics les plus mal servis par l'État, les plus en mauvais état, dans l'indifférence et dans la méconnaissance générale? Alors le plus, je sais pas parce que j'ai pas fait le tour des autres types de services publics, mais oui, en effet, ça n'étonnera personne et encore moins les usagers, même si je déteste ce mot, mais les gens qui ont besoin de fréquenter ces services pour des raisons de santé et les gens qui y travaillent. La psychiatrie est dans un état lamentable, déplorable. C'était déjà le cas quand moi j'ai commencé ma carrière en 2005. Oui. C'est toujours le cas à l'heure actuelle et c'est encore pire. Ça n'a fait que se dégrader pendant tout ce temps. Donc oui, évidemment, la psychiatrie est mise à mal, comme tout ce qui n'est pas rentable dans notre société. Voilà, on considère encore à l'heure actuelle à tort que les gens souffrant de troubles psychiques ne sont pas rentables pour la société, donc que ça ne sert à rien d'investir dans les services de soins psychiatriques. Et c'est une monumentale erreur. C'est une vision complètement erronée tant de la psychiatrie que des personnes fréquentant les services. Et oui, enfin bref, il y a du boulot en tout cas pour décrypter tout ça. D'autant plus que ça fait un petit peu peur au public, dès qu'on parle d'hôpital psychiatrique et qu'ils n'ont pas envie de savoir trop non plus. Autant l'hôpital général, ça leur parle, ils sont susceptibles d'en avoir besoin, autant ils n'imaginent pas devoir avoir besoin de l'hôpital psychiatrique. Mais ça, c'est un gros problème parce que ça aussi, ça fait partie des représentations qui sont complètement fausses. Il y a, les troubles psychiques, la psychiatrie, c'est pas les images qu'on en a de beaucoup des gens dangereux, etc. Ça peut concerner n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous, une dépression qui s'aggrave, n'importe qui peut un jour avoir besoin d'être hospitalisé parce que sa santé psychique se dégrade, surtout dans un contexte comme celui qu'on connaît actuellement, où on est quand même soumis à des pressions assez importantes, à un état de stress lié aussi à la crise sanitaire, à des injonctions sociétales extrêmement importantes. Voilà, ça peut concerner n'importe qui et c'est pour ça qu'il me semble aussi urgent de documenter ce qu'est vraiment la psychiatrie, ce qu'est vraiment la santé mentale, ce que c'est vraiment de vivre avec un trouble psychique, voilà, c'est essentiel. Michel ?
Oui, tu as déjà fait, Héloïse, une émission dans Symptômes critiques, n'est-ce pas, sur les désordres psychiques. Mais est-ce que tu comptes revenir là-dessus? Il y a eu, tu as vu dans le forum pas mal de commentaires de sociaux et tu les as toi-même sollicités en leur demandant de quoi aimeriez-vous qu'on parle. Et donc, certains ont effectivement émis le souhait d'approfondir, notamment sur d'autres désordres psychiques ou sur je dirais des difficultés mentales qui se trouvent peu traitées habituellement. Il me revient à l'esprit qu'un socio ou deux ont parlé de tous les 10 dont on parle, enfin qu'on appelle 10 maintenant. C'est vrai que ça devient un phénomène qui a l'air d'être. Est-ce qu'il est devenu très important parce qu'on en parle? Je ne sais pas exactement, mais est-ce que tu envisages de traiter ce genre de choses? On avait aussi parlé, je pense, de la bipolarité, tu vois, de toutes ces choses. Enfin, il y a énormément de choses à traiter. L'épisode dont tu parles, Michel, je pense que c'est le tout premier épisode de Symptômes qui était dédié à la psychophobie. Oui. Et ça, c'était vraiment un choix très personnel et très engagé de ma part de commencer Symptômes critiques par justement cette question de la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques. En sachant que l'émission était forcément en 1 heure, on ne peut pas faire le tour parce que les stigmatisations qu'on subit quand on a un trouble dépressif, quand on a une schizophrénie, quand on a une bipolarité, quand on a un trouble 10, quand on a... Voilà, les stigmatisations, elles ont autant de formes que de représentations sociales de la maladie et du coup, bon, il a forcément fallu qu'on restreigne et c'était forcément partiel. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça reste quand même très... Voilà, on n'a pas vraiment parlé de problématiques de santé. Et après, il y a la question de Symptômes critiques et du choix éditorial qu'il y a derrière Symptômes critiques. Et pour ça, moi, j'en reviendrai à la question de la définition de la santé. La définition de la santé, telle que définie par l'OMS, c'est un état de bien-être biopsychosocial. Et Symptômes critiques, son ADN, c'est vraiment ça. C'est de replacer la question des problématiques de santé dans leur triple dimension. La santé, c'est pas juste la médecine, c'est pas juste la pathologie, c'est pas juste la manière dont on vit ou la psychiatrie, et c'est pas juste la société, c'est l'ensemble de tout ça. Et évidemment, pour en revenir à ta question un peu plus précisément, oui, on continuera d'aborder des questions de santé psychique, mais peut-être pas forcément de la manière dont elles sont abordées ailleurs, pas forcément sous l'angle de telle maladie ou telle maladie, mais comme on l'a fait pour la psychophobie, sous l'angle de en quoi ça vient faire résonner une problématique sociale, en quoi ça vient montrer qu'il y a une manière de regarder la problématique qui ne va pas, une manière de prendre en charge qui ne va pas, en quoi il y a des choses à améliorer, qu'est-ce que ça dit de notre fonctionnement tous ensemble, de société, etc. Mais c'est déjà une façon, c'est aussi la façon dont tu as traité le sujet de l'alcoolisme, finalement. Tout à fait. Tous les sujets qu'on abordera dans Symptômes critiques, ce sera sous cet angle-là. C'est repolitiser les questions de santé, quelque part, montrer que les questions de santé, c'est des questions politiques, c'est des questions de vie de la société, et pas juste des questions médicales avec des experts en plateau qui viennent nous servir un discours technique qui est essentiel, qui est indispensable, mais qui est déjà dispensé dans toutes les autres émissions de santé. Quand on voit les émissions de santé sur les chaînes mainstream, c'est toujours pareil, c'est toujours le point de vue très vertical avec des experts qui viennent nous expliquer l'aspect médical, mais très peu en fait l'aspect psychosocial au final et sociétal. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on dit du mal de Michel Simès? Oui, est-ce que j'ai que 2 pages, mais alors je suis déjà perdue dans mes 2 pages. Est-ce que du coup on continue de parler sur les émissions en particulier, ou est-ce qu'on reprend le thème des femmes journalistes dont on comptait aussi parler en particulier, ou bien le thème, parce que je dis ça parce qu'il y a eu plusieurs questions évidemment qui ont été plusieurs commentaires et plusieurs questions qui sont apparues à propos du traitement des femmes journalistes, notamment dans les réseaux sociaux, les harcèlements qu'elles subissent, éventuellement même des menaces de mort comme Nadia Lazouni. Donc est-ce que c'est bon, on sait que c'est un problème, comment est-ce qu'on peut arriver à le traiter? C'est assez compliqué. Nous-mêmes les sociaux engagés, on était partis vent debout pour soutenir les femmes journalistes, mais bon, c'est difficile. Est-ce qu'elles doivent traiter elles-mêmes en fait parce que souvent dans les réseaux sociaux elles sont agressées
personnellement et non pas en public. Donc on voit même pas ce qu'elles reçoivent comme horreur. En fait, elles reçoivent des trucs épouvantables, mais ça se voit pas en public. Donc comment est-ce qu'on peut les soutenir, les aider? Est-ce que tu as une idée il y a plusieurs choses. Hein. C'est être très vigilant dans tout ce qui peut être commentaire public, évidemment, et ne pas hésiter à réagir. C'est ne serait-ce que, enfin, le tout bête, mais malheureusement pas encore assez répandu. On est là si tu as besoin, s'il y a quoi que ce soit, on est là. On te croit, tu n'es pas toute seule et on ne laissera pas passer avec toi. Alors pas pour toi, pas à ta place, mais avec toi, on ne laissera pas passer ce genre de comportement. Je pense que en tant que sociaux, c'est déjà énorme si tous les sociaux font ça. Nous, c'est ce qui nous aide à tenir hein, quand on reçoit voilà des propos sexistes, des menaces de viol, des insultes. Des propos complètement déplacés, voilà, c'est ce qui nous aide à tenir. Le fait de savoir que derrière, on a la communauté de sociaux qui nous soutient, qui ne laisse rien passer, ça c'est déjà essentiel. Après, c'est des réflexions qu'il faut qu'on ait nous aussi en interne, de savoir comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce qu'on réaffirme collectivement que en tant que rédaction, on ne tolérera pas ce genre de message, on donnera des suites éventuellement, que ce soit des suites en justice, etc. Ça, c'est encore une réflexion qu'il faut qu'on mène à l'intérieur du média, même si on est tous très vigilants et si entre nous on se le dit que voilà, on est là les uns pour les autres, on se soutient, on laissera pas passer, etc. Mais après, dans l'effectivité, il faut encore qu'on travaille peut-être sur des réflexes, des outils, des liens avec des soutiens éventuels. Voilà. Ça en fait encore partie des réflexions qu'il faut qu'on mène. Oui, parce que il y a plusieurs mois hein, de cela, effectivement, il y avait eu un cas assez médiatisé d'une personne qui travaille aux médias qui avait été violemment harcelée sur les réseaux sociaux. Et alors, aux sociaux engagés, mais pas seulement, hein, sur l'ensemble des sociaux à l'époque du projet coopératif qui était encore actif à ce moment-là. Il y avait eu vraiment une réaction très forte, la volonté de tout de suite d'écrire un communiqué assez virulent, etc. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la personne qui était harcelée, la victime, ne souhaitait pas forcément que on fasse tout un foin autour de cette affaire pour éviter les effets rebonds. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez délicat. On ne sait jamais exactement où se positionner. Par rapport à ces faits, quoi. Je pense que la seule réponse, c'est la personne concernée qui peut la donner. Cette réponse-là, c'est la première concernée qui donnera son avis. Et après, voilà, on suit en fonction de son avis à elle. En effet, le risque d'effet rebond, il est réel et il n'y a que la première concernée qui peut dire si elle se sent capable, elle, d'y faire face ou pas. Donc ça, c'est essentiel de lui demander son avis d'abord. Mais après, voilà, quand on sent les épaules pour y faire face et qu'il y a la communauté derrière, on se sent forcément beaucoup plus forte, ça c'est certain. Et puis on passe un petit coucou spécial à Pauline Ferrari qui a médiatisé les problèmes qu'elle avait eu récemment. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut la citer et lui dire qu'on la soutient et qu'on soutient tout le monde de toute façon. Après, il y a celles qui osent parler, mais enfin voilà, il faut pas se leurrer. Hein. Je pense que tous et toutes, alors il y a les attaques sexistes, mais il y a les attaques, la violence en général, hein, des réseaux sociaux. Enfin voilà, toutes celles qui passent à l'antenne, on se prend toutes au moins des propos sexistes qui sont voilà. Et même si c'est un peu moins grave, ça n'en est pas grave pour autant. Et pour mes confrères, c'est les propos racistes, les propos insultants, agressifs, etc. Donc voilà, cette question-là, il y a la question des propos sexistes, en effet, ça c'est sûr, mais il y a la question de la violence aussi des réseaux sociaux et en tant que journaliste, et en tant que rédaction, comment on y fait face et on s'en protège. La deuxième partie, donc, ça concerne plutôt ton engagement au sein du média. Hier, tu as tweeté que tu étais devenue la coprésidente avec Taha Bouaf de la SDJ du média. Donc déjà, ce serait pas mal que tu expliques ce qu'est une SDJ, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Et puis, écoute, sitôt en place, sitôt concerné, puisque la SDJ a déjà eu à intervenir publiquement sur les réseaux et dans les médias pour prendre position. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ?
Alors déjà, moi, je voudrais remercier les collègues journalistes du média de nous avoir désignés comme coprésident avec Taha de la SDJ. Alors la SDJ, c'est Société des journalistes. En fait, c'est la Société des journalistes, c'est l'organe, on va dire, même s'il n'y a pas de réelle existence légale, qui est chargé de représenter les journalistes. C'est absolument pas une obligation, hein. Il y a plein de rédactions qui n'ont pas de SDJ, mais historiquement, donc c'est une entité qui est apparue dans les rédactions après la Seconde Guerre mondiale pour garantir l'indépendance des rédactions. Son rôle principal, c'est vraiment celui-là, hein, c'est garantir les intérêts des journalistes, qu'ils ne soient pas mis sous pression par, alors que ce soit des pressions extérieures hein, ou des pressions intérieures, que ce soit par des pressions financières des actionnaires ou par le surpouvoir d'un rédac-chef qui voudrait changer la ligne éditoriale. Donc c'est vraiment la SDJ qui est garante de ce respect de la ligne éditoriale et de la déontologie journalistique. On s'en souvient, hein, Zemmour avait fait l'objet d'alertes de la SDJ à l'époque pour ses propos racistes en plateau. Voilà, donc c'est vraiment une vigie en fait de l'indépendance des journalistes et de la déontologie du travail journalistique. Et donc ouais, un grand merci aux collègues parce que si j'ai tweeté hier, c'est que je trouve ça extrêmement symbolique de leur part de désigner en coprésidente de la SDJ une journaliste pigiste. Ça, pour moi, c'est assez révélateur de l'ambiance de travail qu'il y a aux médias, de la représentation des pigistes dont on parlait en première partie d'émission. Et pour ça, chapeau. Alors, je sais pas si on se rend compte, vu de l'extérieur, à quel point c'est rare et révélateur, mais j'avoue que moi, j'ai été assez émue et fière de travailler avec ces collègues-là et cette rédaction-là. Alors effectivement, ça fait écho à ce qu'on disait en première partie de l'émission. Ça permet aussi de peut-être de mieux répondre à la question est-ce que pigiste, ça peut être un statut choisi et ça montre aussi ce que tu disais que aux médias, les pigistes sont considérés comme des journalistes à part entière, ce qu'ils sont de toute façon. Donc ça c'est. Et alors, il s'est passé un truc. Il s'est passé quoi? Il s'est passé un truc par rapport à la SDJ qui a dû intervenir. Écrire un communiqué. On aurait préféré pas avoir à intervenir, en effet, mais oui. Voilà, le rôle de la SDJ, c'est aussi de défendre le travail qu'on fait tous ensemble. Et donc, alors pour les gens qui n'auraient pas vu la réaction de la SDJ, en fait, la réaction de communiqué d'hier de la SDJ faisait suite à l'invitation de Taha en plateau, sur le plateau de TPMP, suite à la publication de l'enquête sur le viol de Tommy au commissariat du 19e. Et donc, Taha s'est retrouvée face à un syndicaliste policier qui a tenu en plateau des propos extrêmement violents, racistes, et qui n'avait pour but que de dénigrer le travail d'enquête qui avait été mené. Donc voilà, c'était important pour nous de montrer qu'on était tous solidaires derrière notre collègue, que on revendiquait tous ensemble la qualité et le sérieux du travail qui avait été mené, d'autant plus qu'il avait été mené en partenariat avec nos confrères de Street Press. Donc voilà, le rôle de la SDJ, c'est aussi celui-là, c'est de dire attention, on ne peut pas se permettre d'attaquer un journaliste et de tenir n'importe quel propos dans le seul but des attaques personnelles, dans le seul but de décrédibiliser son travail. Ça, c'est juste intolérable. On ne laissera pas faire, et voilà. Et d'autant plus quand derrière il y a des propos et le seul but est d'invisibiliser le témoignage de la victime qui a déjà eu beaucoup de courage d'oser prendre la parole et dénoncer ce qui lui est arrivé. Alors, on voit très bien d'ailleurs la différence de traitement qu'il y a eu sur ce sujet entre le média et TPMP, qui a invité Tommy 2 fois, 2 soirs de suite, je crois, et la deuxième fois, c'était en compagnie de Taha pour expliquer un petit peu le travail. Et puis une espèce de syndicaliste de la police qui venait juste d'être élu très récemment, d'ailleurs, d'un syndicat ultra minoritaire que personne n'a l'air vraiment de connaître, et qui semble vraiment à droite d'Alliance. Non, la réalité, c'est vraiment celle-là. Hein. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas été invités en plateau pour parler de l'enquête. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était comment décrédibiliser la parole d'une victime et le travail d'enquête journalistique qui a été mené par le média. C'était ça, le but de l'invitation. À aucun moment, on a parlé vraiment des pièces qui ont été recueillies, du travail de recoupement de l'information, etc. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était comment est-ce qu'on décrédibilise et invisibilise ce témoignage-là. La profession n'est pas dupe, je pense, puisque Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image a fait tout de suite un papier qui
un peu énervé, quoi, qui montrait bien que ce policier était totalement pas crédible, quoi. La question qu'on s'est posée avec Michel, notamment en préparant cette émission, c'est de savoir comment s'est décidée la participation, notamment de Ta à cette émission. Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté au sein de la rédaction ou pas? Parce qu'on sait très bien qu'aller dans cette émission, c'est vraiment un double tranchant. Alors, on peut imaginer qu'il y a eu, s'il y a une discussion, les arguments pour, c'est que au moins ça va donner de la visibilité aux médias, mais on sait très bien que c'est toujours super glissant et que le clash est toujours au bout, quoi. Est-ce qu'il y a une discussion? Alors là, Joker. Un des détails qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est pigiste, on fait partie de la rédaction, ça c'est sûr. Je discute quasiment tous les jours avec certains de mes collègues par les moyens technologiques qui sont à notre portée maintenant, mais je suis pas à Montreuil. Je passe à Montreuil en moyenne une journée par mois pour venir tourner le plateau de Symptômes Critiques, et le reste du temps, je suis quand même assez loin. Ce qui nous empêche pas d'avoir des liens quand même assez forts et réguliers. Donc sur cette question-là, alors évidemment, je pense que tout le monde était au courant à Montreuil que tu as été invité sur le plateau de TPM, oui. Il n'y a aucun doute. Mais est-ce que ça a fait l'objet de discussion? Oui, très probablement. J'imagine pas qu'il en soit autrement. Hein. Je pense que même Ta lui-même s'est posé la question est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et a demandé conseil aux collègues. Hein. Enfin voilà, comme on fait tout le temps quand on est avec des collègues avec qui on s'entend bien. Après, comment est-ce que la décision a été prise? Je n'en ai aucune idée, j'avoue. Il va falloir poser la question à Ta. Alors, c'était encore une question d'Adèle, hein, parce qu'elle nous en a mis plusieurs. Elle se demandait si comment la spécificité de la SKIC est abordée par la SDJ. Est-ce que ça donne quelque chose de spécial, de particulier? Oui, non, pas directement. Je crois que c'est Après, c'est un peu difficile à dire par avance. C'est plus, est-ce que la SKIC aura une influence sur la SDJ? Non, je pense pas. Par contre, est-ce que la SDJ, disons que le fait que on se forme en SDJ, on se forme en SKIC, la SDJ aura peut-être, et encore c'est avec un gros point d'interrogation, un rôle un peu différent. Parce que du coup, quand les intérêts individuels, on va dire, des journalistes sont en jeu, c'est peut-être vers la SKIC, vers la SDJ, pardon, que les interlocuteurs vont se tourner. Souvent, les SDJ sont un peu à l'interface entre la rédaction et la direction, et du coup, le fait qu'on se forme en SKIC, peut-être que la SDJ va devenir les représentants de la SDJ, on va dire, vont devenir les interlocuteurs privilégiés quand il va s'agir de questions touchant directement au travail des journalistes. Mais sinon, non, c'est vraiment une vigie en fait. Hein. La SDJ, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'a absolument aucun rôle délibératif, on n'a absolument aucun rôle exécutif. On est vraiment une vigie. On n'a pas de pouvoir, si ce n'est celui d'alerter, quoi. D'accord. Comment, du coup, s'interface le travail de représentation, on va dire, entre une SDJ et un syndicat, de façon plus traditionnelle, dans une entreprise de presse? Il défend le droit des travailleurs. La SDJ, c'est vraiment l'instance qui représente l'ensemble des journalistes, notamment là, pour les collègues dont on a pris le relais, Romain et Philippot, eux, ils ont été vachement sollicités pour signer les tribunes pendant les mobilisations contre la loi sécurité globale. Ça, c'est vraiment le rôle. On représente l'ensemble des journalistes du média quand il faut qu'on aille à une réunion pour tel texte de loi qui va toucher à nos conditions de travail directement. En plus des syndicats qui, eux, sont vraiment sur la défense des droits du travailleur. Voilà. Nous, on représente l'ensemble des journalistes du média. Héloïse, pour toi, alors on va continuer hein, sur la thématique de la SIC. Concrètement, en quoi c'est important que le média soit une société coopérative? C'est essentiel. Je pense que je serais pas venue aux médias il y a un petit peu plus d'1 an maintenant si j'avais pas senti ce projet de SKIC imminent, même si j'imaginais pas traverser la crise qu'on a vécue ces derniers mois. Voilà. Ah bon? De cette manière-là. Non, c'est essentiel. Moi, j'ai quitté la méga structure hôpital, des grosses assos, des espèces de holding associatives qui se prônaient de l'économie sociale et solidaire et qui n'en avaient que le nom. Social, oui, parce que c'est leur secteur d'activité, solidaire, absolument pas. Des grosses structures qui font du fric sur la misère des autres. Et il était hors de question que je me retrouve dans des structures qui ont les mêmes travers.
Et cette question de la collaboration, du travail en équipe, de l'éthique de travail, elle était fondamentale. Et je pense que voilà, ça se sent dans mes choix de carrière, dans le fait de rester pigiste notamment, même si voilà, un CDI à temps partiel, ce serait tout à fait envisageable avec une structure comme le média. Mais quoi qu'il en soit, il était hors de question pour moi de m'engager dans une entreprise ou dans une quelle que soit une asso ou quelle que soit la forme juridique que ça ait, une autre aventure humaine où il n'y aurait pas ces valeurs-là qui étaient fondamentalement ancrées et qui étaient vivantes, pas juste des effets de papier et des effets d'annonce. Est-ce que le fait que les ressources soient volontairement limitées à la participation des sociaux et pas autre chose, est-ce que tu t'es dit au départ j'y vais mais ça va être compliqué parce que forcément il risque d'y avoir moins de moyens qu'ailleurs, mais je ferai avec, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert? Et est-ce que, question en plus, bonus, est-ce que dans ton travail au quotidien, on le ressent et est-ce que c'est gênant pour travailler? Alors, est-ce que je le savais avant? Oui, parce que j'ai été socio du média avant de devenir journaliste. Donc oui, j'en avais conscience et ça a jamais été un frein dans mon engagement, bien au contraire. C'était pour moi, c'est une garantie d'indépendance. Avant tout, s'il y a quelque chose qui m'a questionné avant de venir bosser aux médias, c'était plus la peur du stigmate, hein, on va pas se le cacher. Le média, quand on met la ligne le média sur son CV, surtout quand avant on a AFP, RFI, ça vient quand même sceller quelque chose. On peut plus forcément postuler où on veut après, ou en tout cas on sait qu'on prend le risque d'être étiqueté journaliste gauchiste, quoi. On va dire ça comme ça, pour rester poli, mais on en a entendu d'autres, notamment sur les terrains de manifestation ou sur certains terrains de la part de certains confrères peu bienveillants. Donc moi, c'était plus celle-là, la crainte que j'ai pu avoir au départ, c'est de me dire, est-ce que en étant jeune diplômée, en sortant de l'école, alors que sur mon CV, j'ai voilà, des noms prestigieux, c'est vraiment stratégique de dire oui et de m'engager aux médias ou pas. Et en fait, c'est le cœur qui a parlé et le fait de justement pas vouloir retomber dans les travers dont on vient de parler à l'instant. Et je regrette absolument pas ce choix à l'heure actuelle. Et si c'était à refaire, je le referais avec grand plaisir. Alors du coup, bon je crois que vous avez parlé un petit peu. Tu viens effectivement, Héloïse, d'évoquer la difficulté des femmes journalistes en particulier, la difficulté dans l'offre et puis dans la carrière qui va se dessiner en fonction de ce qu'on va faire comme choix. Donc oui, moi je suis super optimiste et surtout quand voilà, quand des étapes comme le passage en ski arrivent, quand voilà, la rédaction, le lien qu'on a avec la rédaction, il y a plein de choses qui rendent optimiste. Alors après, hein, pour répondre à la deuxième question bonus d'Antoine, oui, le manque de moyens financiers, évidemment, on le ressent au quotidien dans le travail. On aimerait bien avoir plus de lampes sur le plateau, plus de matériel, pouvoir ne serait-ce que avoir plus de piges parfois, hein, sur certains sujets qu'ils mériteraient. Donc oui, évidemment, ce manque de moyens, il est criant, on le sait, on fait avec, mais on sait pourquoi on fait avec. On sait aussi ce qu'on amène comme plus-value d'information, on sait aussi dans quelles conditions on travaille. Voilà, en tout cas, on peut aller se coucher le soir en se disant que on a le bout du travail accompli et qu'on peut se regarder dans la glace, qu'on a traité nos sources, les gens qui témoignent, les sujets qu'on traite avec décence et avec éthique et avec le sens de la dignité dont on parlait un petit peu plus tôt. Et ça a pas de prix, en fait. Ça a pas de prix. Alors, il y a l'autre spécificité d'une société coopérative, c'est l'implication des sociaux, enfin, dans notre société coopérative en tout cas. Alors toi, de ton point de vue, comment tu envisages cette collaboration avec les sociaux? On a eu des réponses différentes de la part de nos invités précédents. Comment on peut, nous, sociaux, apporter une plus-value et une façon différente peut-être de travailler aux journalistes. Comment tu envisages tout ça? Il y a plusieurs rôles. Alors moi, c'est un des points qui fait que j'ai voulu venir travailler aux médias aussi, c'est que cette question du lien avec les sociaux, elle est pour moi fondamentale, essentielle. Alors j'essaye de la faire vivre comme je peux en étant sur le forum le plus possible. Pas toujours évident parce que, alors ça, je sais pas si c'est assez visible, mais par exemple, moi je suis pigiste, très engagée dans le média, mais
En gros, je suis censée travailler pour le média 4 jours par mois. En gros, c'est voilà, Michel réagit, donc c'était pas si visible que ça. En gros, voilà, ce que devrait représenter mon temps de travail aux médias, c'est à peu près 4 jours par mois. Donc c'est pour dire à quel point quand moi ou mes collègues on dit qu'on manque de temps, on manque réellement de temps. On manque concrètement de temps. Alors c'est très vrai pour les pigistes, mais c'est vrai aussi pour les permanents temps plein, parce que tout le travail que nous on peut pas faire parce qu'on n'est pas très doté en heures, c'est nos collègues permanents qui le font. Donc forcément ça restreint. Après, en termes de type d'interaction, type de collaboration qui peut être mise en place avec les sociaux, il y a à la fois toutes les remontées de terrain où pour moi ça me semble essentiel, et il y a la question de la sensibilisation aux médias et à l'information, parce que autant les sociaux sont vraiment moteurs et peuvent nous faire remonter beaucoup de choses, autant nous, il me semble que notre rôle c'est aussi de mettre à portée de tout le monde la fabrique de l'information, faire en sorte que les sociaux, et on le voit bien avec les correspondants citoyens, puissent acquérir des outils, comprendre comment on fabrique l'info, comment est-ce qu'on met en forme l'information. Informer, c'est mettre en forme. Et dans cette interactivité-là, il y a encore des choses à construire. Mais c'est pareil, il nous faut du temps et des moyens. Michel ? J'ai quand même une petite chose par rapport à ce que dit Héloïse. C'est intéressant, je crois qu'on n'a pas tous réalisé effectivement quand les travailleurs, les salariés disent que ils n'ont pas de temps, ils manquent de temps, c'est justement parce qu'ils sont pas à temps plein, tout simplement. Toi, 4 jours par mois, effectivement, tu fais automatiquement des heures sup, à mon avis. Donc il y a cette notion-là qu'on réalise peut-être pas tous. En fait, le travail qui doit être effectué, que tu dois effectuer, il est dans un temps très délimité. Et puisqu'il y a quand même un grand nombre de pigistes, c'est la même chose pour les autres. Donc les permanents, ceux qui sont à temps plein, il n'y en a pas tant que ça, et surtout tout ce que nous on peut pas faire, ils le font par la suite. Enfin voilà, c'est eux qui assurent le SAV, j'ai envie de dire. Si par exemple il y a des réactions sur les forums, des retours à gérer, quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est eux qui assurent le SAV derrière. Donc ouais. Et puis toutes les tâches à l'interaction ou les temps de coordination, de réunion pour définir tel ou tel angle ou ajuster tel ou tel contenu, les réunions pour établir la grille des programmes, etc. Tout ça, c'est du temps qui a en moins pour interagir avec les sociaux, pour construire nos sujets, pour être sur le terrain. Alors justement, les conférences de rédaction ou oui, je crois qu'on les appelle comme ça. Ça se passe comment? Parce que du coup, bon, évidemment, c'est pas en présentiel, c'est en visio. Est-ce que tout le monde arrive à être là? Est-ce que tout le monde y est toujours en même temps? Non, alors tout le monde n'y est pas toujours en même temps parce que c'est le terrain qui prime, mais on essaye d'être au maximum là le plus souvent possible. Après, c'est souvent en fonction de si on a des questions à avoir ou pas, si on rencontre un problème sur telle ou telle préparation de sujet, et en fonction de la grille à préparer. Voilà, est-ce que notre émission est prête et est-ce qu'elle doit être diffusée prochainement? Donc pour savoir quand est-ce qu'elle va être diffusée, des choses comme ça. C'est en fonction des questions qu'on a et est-ce qu'on a besoin de discuter avec tout le monde ou pas. Ok. Alors peut-être une dernière question pour finir, puisque Héloïse, tu parlais d'expliquer un petit peu aux sociaux comment se fabrique le contenu. Alors pas dans l'écriture, pas dans le choix de l'angle, etc. Mais techniquement, comment toi, pour faire l'émission, comment tu fais? Est-ce que tu as en plus, est-ce que c'est toi qui fais le montage? Est-ce que c'est toi qui filmes? Comment ça se passe? Non, moi je travaille beaucoup en binôme avec Guillaume KLG, avec Léo Legat aussi. C'est vraiment une émission qui a été construite à plein de mains. Moi je suis arrivée avec l'idée, avec des envies, et puis moi je dis clairement, sans Jordan, sans Guillaume, sans Léo, je ne serais rien. Sans Ellie aussi, Ellie travaille de temps en temps avec nous sur l'émission. Voilà, sans l'équipe, moi je ferais rien. J'aurais des idées, j'aurais des invités, j'aurais sûrement le fond, mais la forme elle n'existerait pas, clairement. Et ça c'est important à dire, c'est important à rappeler. Je suis très très vigilante sur ce point et c'est pour ça que je tiens absolument à remercier mes collègues à chaque fin d'émission. C'est un truc qui me tient à cœur parce que sans eux l'émission n'existerait pas, clairement. Une émulation créative, c'est aussi ce qui file le carburant, ce qui nourrit, ce qui donne envie de continuer.
c'est aussi cette émulation commune quand voilà avec un tel ou un tel, on se demande tiens mais comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça, comment est-ce qu'on pourrait rendre ça plus intéressant, plus vivant, comment est-ce qu'on pourrait renforcer le côté intimiste de l'émission, le fait que voilà c'est quand même beaucoup une émission de confidence, Symptômes critiques, donc voilà comment est-ce qu'on pourrait essayer de transmettre ce que nous on a envie de mettre dedans aux spectateurs. Donc ça, c'est un travail qui se fait en équipe. C'est pas un travail qu'on peut faire tout seul. C'est pas possible. Ben Héloïse, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps, d'avoir consacré ce temps aux sociaux. Et puis merci à vous parce que sans vous, on serait rien. En fait, les émissions, on les fait pour vous, avec vous, et c'est un plaisir d'être là et d'avoir des sociaux engagés qui nous soutiennent quand on traverse des phases pas faciles. Et voilà, merci à vous surtout. Alors, il est temps de conclure cette émission. Alors, pour conclure cette émission, on commence par remercier Cory. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire de suivre le média et de suivre les sociaux engagés sur les réseaux sociaux, sans jeu de mots. Donc, aussi bien sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Mastodon et pour nous, sur Twitch aussi. Hein, vous n'hésitez pas à vous abonner. Important, faites savoir partout qu'on peut devenir sociaux à partir de 5 € par mois. Si vous fumez, fumez moins. Voilà, un paquet de clopes, c'est 10 € quasiment maintenant, je pense. C'est important pour qu'on puisse développer le média tous ensemble et que les journalistes qui ont du cœur aient la possibilité de travailler dans de meilleures conditions. Mais si vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, ne culpabilisez pas surtout. Non plus, si vous n'y arrivez pas. Ça vous coûtera juste un peu plus cher. Michel, merci beaucoup. Héloïse, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec un duo assez inattendu. Merci à tous. À bientôt et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao tout le monde. Au revoir.